Mon frère m'a piégé. Ma famille m'a renié, et même après que la vérité ait éclaté, ils sont restés injoignables. Mais maintenant, ils me contactent parce qu'ils ont besoin de mon aide, alors j'ai repris leur entreprise. Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Nous avons remarqué que la chaîne perd un peu de vitesse, et s'abonner est l'une des meilleures façons de nous soutenir. C'est rapide, gratuit, et ça nous aide à continuer à vous proposer du contenu génial. Votre soutien compte énormément. Continuons à faire grandir cette chaîne ensemble. Merci beaucoup. Maintenant, commençons la vidéo. Salut les amis, je suis un lecteur assidu depuis un moment, alors je me suis dit que c'était à mon tour de partager le chaos. Bon, alors c'est un de ces cafouillages familiaux où, quoi que vous fassiez, vous êtes toujours le méchant. Disons simplement que si vous avez déjà eu affaire au syndrome de l'enfant chéri, vous vous y retrouverez probablement. Alors oui, attachez votre ceinture, ça va être une aventure mouvementée. En grandissant, il était assez évident que ma famille avait un favori, mon frère aîné, Tyler, 29 ans, homme, moi 31 ans, homme. Il pouvait faire ce qu'il voulait, et personne ne bronchait. Moi? Une autre histoire. Nos parents possédaient une petite quincaillerie en ville. Ils nous ont fait travailler là-bas dès qu'on a pu porter une boîte à outils, c'est juste, je suppose. Mais il n'a pas fallu longtemps pour voir comment les choses fonctionnaient vraiment. Tyler avait les tâches faciles, encaisser les clients à la caisse, discuter avec les clients ou traîner à l'arrière en faisant semblant de faire de la paperasse. Pendant ce temps, c'était moi qui déchargeais les camions, transportais les boîtes lourdes et remplissais les étagères jusqu'à ce que mes bras me fassent mal. Si quelque chose se cassait, c'était toujours de ma faute. Si de l'argent disparaissait de la caisse, oui, devinez qui était blâmé? Le type avait l'habitude de sécher ses quarts de travail sans conséquence. Il a beaucoup de choses à gérer, disaient mes parents. Mais si j'arrivais 5 minutes en retard? Tu dois prendre ce travail au sérieux. Double standard classique. Après un certain temps, j'ai cessé d'attendre à ce que les choses soient justes. En dehors du travail, Tyler n'était pas beaucoup mieux. Il traitait mes affaires comme ses possessions personnelles. Je sortais pour voir ma voiture disparue, et il réapparaissait des heures plus tard avec le réservoir vide. Si je l'engueulais, il se contentait d'en rire. Détends-toi, mec, ce n'est pas grave. Et mes parents? C'est ton frère, ne sois pas aussi égoïste. À chaque fois. Ce n'était pas seulement des petites choses non plus. Une fois, j'ai économisé pour une toute nouvelle perceuse électrique, le top du top. Et voilà que Tyler l'a empruntée pour un boulot à côté, et elle revient cassée. Je lui ai dit de la remplacer, mais il a juste haussé les épaules. Elle marche toujours, non? Mes parents l'ont soutenu. C'était un accident, n'en fais pas toute une histoire. Après ça, j'ai commencé à verrouiller mes outils dans mon camion juste pour l'empêcher de mettre la main dessus. Le pire, c'était la façon dont ils agissaient comme si Tyler ne pouvait rien faire de mal. S'il foirait quelque chose, il y avait toujours une excuse. Il a oublié de fermer le magasin un soir? Il devait être fatigué. Il manquait de l'argent dans la caisse? Peut-être que la caisse était déréglée. Pendant ce temps, si je jetais un simple coup d'œil à l'horloge pendant un quart de travail lent, c'était « tu dois rester concentré ». À un moment donné, les gaffes de Tyler sont allées trop loin. Il s'est mis à jouer, paris sportifs, poker, keno, et Dieu sait quoi d'autre. Il n'a pas tardé à commencer à piocher dans la caisse de la quincaillerie pour couvrir ses pertes. Je l'ai découvert quand j'ai remarqué que la caisse était plus souvent à court d'argent que d'habitude. J'ai essayé d'en parler à papa une fois, pensant que c'était peut-être une erreur, mais il a juste fait un geste de la main. Tyler traverse une période difficile, n'en fait pas toute une histoire. Période difficile ou pas, l'argent manquant n'a cessé de s'accumuler. Pendant ce temps, j'ai dû compenser la différence plus d'une fois, en le prélevant sur mon propre salaire juste pour éviter une autre leçon sur la responsabilité. Tyler, bien sûr, n'a jamais reçu la moindre tape sur les doigts. Maman n'arrêtait pas de dire, il est très stressé, il a besoin de notre soutien. J'imagine que le soutien comprenait le fait de fermer les yeux pendant qu'il traitait la caisse comme son distributeur automatique personnel. Les choses ont dégénéré un soir après la fermeture du magasin. Tyler est parti tôt encore une fois, me laissant décharger une livraison tout seul. Ce n'était pas seulement quelques boîtes non plus, des palettes de bois, des sacs de béton, et assez de quincaillerie pour remplir les étagères pendant un mois. Au moment où j'ai fermé,
j'avais l'impression d'avoir le dos en miettes. Je suis rentré chez moi et j'ai trouvé Tyler dans le garage en train de fouiller dans les tiroirs de la boîte à outils de papa, ceux où il cachait parfois de l'argent supplémentaire. Je n'avais pas besoin de deviner ce qu'il cherchait. Tyler avait l'habitude d'emprunter de l'argent quand ses dettes de jeu commençaient à s'accumuler. « Tu cherches des outils ou de l'argent cette fois ?» ai-je dit. Il n'a même pas levé les yeux. « Occupe-toi de tes affaires. »« Ah bon ? La caisse a été à court toute la semaine, tu crois que personne n'a rien remarqué ? Je rembourserai, comme la dernière fois. » Je me suis rapproché. « Combien cette fois ? » Poker, pari sur le football. Il s'est rapproché, comme s'il voulait se battre. Au moins, je ne me casse pas le cul à trimballer des cartons pour le salaire minimum. Peut-être que si tu prenais quelques risques, tu ne serais pas coincé à gratter le fond. Avant que je puisse réfléchir, je l'ai poussé, et nous nous sommes battus. Nous nous sommes chamaillés, renversant une pile de pots de peinture et faisant assez de bruit pour faire accourir maman et papa. Ils ont fait irruption dans le garage juste au moment où je poussais Tyler contre le mur. Maman a crié pour qu'on arrête, et papa s'est interposé, en me regardant droit dans les yeux comme si c'était moi qui avais tout gâché. J'ai essayé d'expliquer l'histoire de l'argent manquant, mais papa m'a coupé la parole en disant qu'il ne voulait rien entendre. Il a dit que Tyler était très stressé, et que je devais arrêter de lui compliquer la tâche. La même excuse que d'habitude. Je suis sorti avant de dire quelque chose que je regretterais. Après cette nuit-là, j'ai su que je devais quitter cette maison. Je me suis fait discret, j'ai fait mes quarts de travail, et j'ai essayé d'économiser assez d'argent pour avoir mon propre logement. Je ne cherchais pas de cadeau, je voulais juste partir. Mais bien sûr, les choses ne se sont pas passées comme je l'avais prévu. À cette époque, mes grands-parents ont commencé à avoir des problèmes de santé. L'arthrite de grand-père l'empêchait de se déplacer, et grand-mère avait besoin de médicaments qui n'étaient pas bon marché. Ils avaient toujours été bons avec moi, ils n'avaient jamais pris parti comme mes parents. Pour aider à couvrir les dépenses, ils avaient caché environ 10 000 $ dans un coffre-fort chez eux. Ce n'était pas vraiment la chose la plus intelligente à faire, mais ils ne faisaient pas confiance aux banques après s'être fait avoir lors d'un fiasco financier il y a des années. Tyler a commencé à leur rendre visite plus souvent, jouant le rôle du petit-fils attentionné. J'ai pensé qu'il les flattait juste, il avait l'habitude d'utiliser les gens quand il avait besoin de quelque chose. Pendant ce temps, j'avais à peine le temps de leur rendre visite entre mes quarts de travail au magasin et les petits boulots que j'avais trouvés pour augmenter mes économies. Puis, un week-end, l'argent a disparu. Pas d'effraction, pas d'entrée forcée, juste disparu. Toute la famille a paniqué. Grand-père retournait la maison de fond en comble, convaincu que le coffre-fort devait être ailleurs. Grand-mère pouvait à peine parler. Tout le monde a commencé à avancer des théories, mais il n'a pas fallu longtemps avant que les doigts ne commencent à se pointer. J'étais en train de décharger une livraison au magasin quand mon téléphone a vibré. « Papa. Viens à la maison maintenant », a-t-il dit. Pas d'explication, il a juste raccroché. Au moment où je suis arrivé, le salon ressemblait à une salle d'interrogatoire. Mes parents étaient assis sur le canapé, grand-mère et grand-père à côté d'eux, et puis il y avait Tyler, les bras croisés comme s'il savait déjà comment ça allait se dérouler. Papa n'a pas perdu de temps. 10 000 $ ont disparu. Tes grands-parents ont besoin de cet argent pour leurs frais médicaux. Dis-nous ce qui s'est passé. Je ne sais pas quoi vous dire, ai-je dit. Je n'ai rien pris. Maman m'a jeté un regard comme si je venais de cracher sur le tapis. Tyler a dit qu'il t'avait vu près du coffre-fort la dernière fois que tu es venu. Tu as eu du mal avec le loyer ces derniers temps. Peut-être que tu étais désespéré. Dis juste la vérité, pour qu'on puisse passer à autre chose. J'ai jeté un coup d'œil à Tyler. Il est resté là avec la même expression vide qu'il avait toujours quand il savait qu'il allait s'en tirer. Je leur ai dit que je ne volerais pas à grand-mère et grand-père et que je ne leur rendais même pas visite si souvent. Papa, ne croyant pas un mot de ce que je disais, a dit, alors prouve-le. Rembourse l'argent. Tant que tu ne l'auras pas fait, ne te donne pas la peine de venir. Ils ne peuvent pas être sérieux. Comment veulent-ils que je prouve quelque chose que je n'ai même pas fait? Ils croyaient vraiment que j'avais fait une chose pareille sans même avoir la moindre preuve. Je n'ai pas 10 000 $ qui traînent, ai-je dit. Alors débrouille-toi, a rétorqué papa. Les grands-parents étaient silencieux. Personne n'a dit un mot. J'ai attendu, espérant que quelqu'un intervienne, mais le silence s'est prolongé jusqu'à ce que papa hoche la tête en direction de la porte.
Va faire tes affaires, a-t-il dit. Je suis resté là pendant une seconde, m'attendant à ce que quelqu'un m'arrête. Personne ne l'a fait. Je me suis retourné et je suis sorti vers ma voiture. Au moment où je suis arrivé à la maison, ils avaient déjà jeté mes affaires dans le coffre, des sacs de vêtements, quelques outils et tout ce qu'ils pensaient être à moi. Tyler est arrivé juste au moment où j'allais partir. Il est resté sur le porche à regarder, comme s'il attendait de me voir craquer. Pendant une seconde, j'ai pensé à le dénoncer, à dire à tout le monde quel genre de type il était vraiment. Mais à quoi bon? Ils avaient déjà pris leur décision. Tyler m'a pointé du doigt, tout le monde l'a cru. C'était suffisant pour que je comprenne qu'il n'y avait plus de place pour moi ici. Je suis parti sans me retourner. Les semaines suivantes ont été difficiles. Se faire virer n'a pas été un moment dramatique qui a changé ma vie, c'était plutôt comme se faire pousser dans un trou et réaliser que personne ne viendrait vous en sortir. L'appartement dans lequel j'ai emménagé n'était pas grand-chose, des murs nus, des meubles d'occasion et un réfrigérateur qui avait l'air d'être à bout de souffle. Le loyer absorbait la majeure partie de mon salaire du chantier de construction où j'avais été embauché après avoir quitté le magasin. Il ne me restait plus grand-chose après les factures, alors le dîner était généralement des nouilles instantanées ou tout ce qui était en promotion à l'épicerie. Le plus dur n'était pas le travail, c'était le silence. Mes parents ne m'ont pas seulement coupé les ponts, ils se sont assurés que tout le monde fasse de même. Les appels allaient directement à la messagerie vocale, les textos étaient ignorés, et les invitations aux réunions de famille ont cessé d'arriver. Même des amis que je connaissais depuis des années ont commencé à s'éloigner, comme s'ils ne voulaient pas se faire prendre au milieu. J'ai arrêté d'essayer au bout d'un moment, me disant que s'ils ne voulaient pas de moi, je n'allais pas supplier pour avoir leur attention. S'ils pensaient que je ne pouvais pas m'en sortir sans eux, ils allaient découvrir à quel point ils avaient tort. J'ai pris des quarts de travail supplémentaires partout où je pouvais, réparant des terrasses, réparant des toits, rénovant des cuisines. Plus je faisais de travail, plus j'apprenais, menuiserie, plomberie, électricité. J'ai absorbé toutes les connaissances que je pouvais trouver, tutoriels YouTube, manuels de construction, en regardant les gars plus âgés sur le chantier, tout ce qu'il fallait. La paix n'était pas géniale, mais ça me permettait d'avancer. Chaque jointure cassée et chaque nuit blanche était comme un pas vers une dette que je me devais, et j'étais déterminé à la rembourser. Les nuits étaient les pires. Après avoir travaillé toute la journée, je rentrais chez moi trop fatigué pour faire autre chose que m'effondrer sur le canapé. J'ai continué à me démener, chaque quart de travail supplémentaire, chaque petit boulot, chaque dollar économisé, tout s'additionnait petit à petit. Jérémy, mon cousin, était le seul de la famille qui est resté à mes côtés. Il n'a jamais cru à l'histoire du voleur, probablement parce qu'il savait quel genre de type Tyler était vraiment. Jérémy travaillait aussi dans la construction, alors il m'a aidé à décrocher quelques gros contrats quand j'avais besoin d'une paire de mains supplémentaires le week-end. C'était le premier à se présenter. Avoir quelqu'un de mon côté m'a aidé, mais je ne comptais sur personne. Chaque dollar que je gagnais était réinvesti directement dans l'amélioration de mes outils et de mon camion. Pas de dépenses tape à accent grave l'œil, pas d'argent gaspillé. Il n'a pas fallu longtemps avant que je doive faire un choix, rester avec mon équipe de construction ou me lancer à fond dans mon propre truc. Je suis entré dans le bureau du chantier, j'ai remis ma démission et je suis rentré chez moi en sachant qu'il n'y avait pas de plan de secours, pas de chèque de paie régulier, juste moi et tous les boulots que je pouvais décrocher. Mais c'était ça le but. Pas de filet de sécurité, pas d'excuses. Se lancer en solo n'a pas été facile. Couvrir des toits sous la chaleur estivale, ramper sous les maisons pour réparer des tuyaux éclatés, transporter des plaques de plâtre jusqu'à ce que mes épaules me fassent mal. Rien de tout ça n'était amusant, mais je m'en fichais. Chaque travail signifiait plus d'argent, plus de compétences et plus de clients qui répandaient mon nom dans la ville. Il y a eu ce travail qui m'a marqué, celui qui a vraiment lancé les choses. Ce type m'a embauché pour construire une terrasse personnalisée sur sa maison au bord du lac. Le travail devait être parfait, pas de raccourcis, pas d'erreur. J'ai passé 2 semaines à mesurer, couper et construire, travaillant tard dans la soirée avec seulement une lampe de poche quand le soleil s'est couché. Au moment où j'ai terminé, mes mains étaient à vif, et je tournais au ralenti, mais le type a été suffisamment impressionné pour commencer à me recommander à ses clients. Il s'est avéré qu'il était un investisseur immobilier avec des propriétés dans tout le comté. Soudain, je ne me contentais plus de réparer des terrasses, je rénovais des propriétés locatives, je retournais des maisons et je gérais des contrats de rénovation qui rapportaient plus en un mois que ce que je gagnais en 3.
Des investisseurs immobiliers ont commencé à appeler, et c'est là que les choses ont vraiment décollé. Avec plus de travail à venir, j'avais besoin d'aide. J'ai embauché quelques gars en qui j'avais confiance, pas de fainéants, pas de pleurnichards. Nous avons abordé tout, des rénovations de salles de bain aux rénovations à grande échelle. Je me suis assuré que nous faisions chaque travail correctement du premier coup, pas de compromis, pas de précipitation pour terminer plus tôt. La réputation comptait plus que le prix, et je n'étais pas sur le point de tout gâcher. L'argent a commencé à affluer plus vite que je ne pouvais le dépenser. La première chose que j'ai faite a été d'améliorer mon camion, rien de tape à accent grave-l'œil, juste une bête de somme solide avec suffisamment d'espace pour les outils et le matériel. J'ai aussi acheté de meilleurs équipements, des scies à table, des perceuses électriques, tout ce dont j'avais besoin pour gérer des travaux plus importants. J'ai même acheté une remorque pour transporter du bois et des débris, ce qui m'a permis d'économiser du temps et de l'argent sur chaque travail. Chaque dollar qui n'allait pas dans les outils ou l'essence allait directement dans l'épargne. Pas de dîner chic, pas de vacances, juste des progrès lents et réguliers. J'étais trop occupé à travailler pour dépenser de l'argent de toute façon. 7 jours sur 7, du lever au coucher du soleil, j'étais soit sur un chantier, soit en train d'organiser le prochain boulot. Je n'avais pas beaucoup de vie sociale, mais ce n'était pas ma priorité. Pendant ce temps, Tyler était toujours en train de sombrer. Son problème de jeu n'était plus un secret pour personne. On disait en ville qu'il devait de l'argent à la moitié des types avec qui il traînait. Quelques-uns d'entre eux se sont même présentés au magasin pour le chercher, mais mes parents l'ont couvert, comme toujours, convaincus qu'il se remettrait sur les rails un jour ou l'autre. Ça ne me dérangeait pas, j'avais de plus grandes préoccupations. 1 an plus tard, j'avais plus de travail que je ne pouvais en gérer. J'ai commencé à refuser les petits boulots juste pour pouvoir suivre le rythme des plus gros, rénovations de maisons, rénovations commerciales, et même quelques constructions sur mesure. Le genre de travail qui rapportait assez pour occuper mes équipes pendant des semaines. J'ai acheté un deuxième camion, j'ai embauché plus de gars, et j'ai étendu mon équipe à 3 groupes. Je ne faisais pas que survivre, je prospérais. 3 équipes travaillant sur des chantiers à travers l'État, gagnant des sommes à 6 chiffres par an, et vivant dans une maison que je possédais entièrement. Tout ça construit à partir de rien, sans cadeau, sans raccourci. Le succès n'est pas arrivé du jour au lendemain. En quelques années, je ne me contentais plus de rénover des maisons, je gérais des propriétés à plusieurs unités, des immeubles de bureaux et des espaces commerciaux. Mais ça ne voulait pas dire que j'avais oublié d'où je venais. Chaque fois que je passais devant le magasin de mes parents, je me souvenais des nuits que j'avais passées à décharger des camions pendant que Tyler était assis à l'arrière en faisant semblant de faire de la paperasse. Je me souvenais de l'expression sur son visage quand je suis parti ce jour-là, le sourire narquois, la satisfaction de savoir qu'il s'en était tiré. Et chaque fois que je pensais à ralentir, je me souvenais de ce moment et je me poussais encore plus fort. Avec l'argent qui affluait, je me suis développé rapidement, j'ai acheté plus de camions, j'ai embauché plus de gars, des charpentiers, des électriciens, des plombiers. J'ai gardé mes équipes efficaces, pas de paresseux, pas de poids morts. Si un gars n'arrivait pas à faire sa part du travail ou commençait à arriver en retard, il était viré, simple comme ça. Je n'avais pas le temps de materner qui que ce soit, chaque travail devait être fait correctement du premier coup. Mon cousin Jérémy est resté dans le tableau, m'aidant à développer mon réseau et à décrocher des clients. Le gars connaissait tout le monde, des gestionnaires immobiliers, des promoteurs immobiliers, et même quelques fonctionnaires de la ville. Grâce à lui, j'ai décroché un contrat avec un promoteur qui construisait des condos de luxe au centre-ville. Ce seul travail a rapporté plus d'argent que toute ma première année de petit boulot. Après quelques années à gérer ma propre entreprise, je ne pensais plus beaucoup à ma famille. Mes journées étaient remplies de projets de rénovation, de gestion d'équipe et de poursuite des échéances. J'avais à peine le temps de dormir, sans parler de m'attarder sur ce qui s'était passé. Mais de temps en temps, Jérémy me tenait au courant. Il s'avère que Tyler avait essayé de lancer sa propre entreprise de bricolage à un moment donné, probablement en se disant que si je pouvais le faire, lui aussi. Mais surprise, ça n'a pas duré longtemps. Une mauvaise gestion, des délais non respectés et une réputation de faire des économies de bout de chandelle ont anéanti toutes ses chances. Les clients ont commencé à laisser de mauvaises critiques, le mot s'est répandu, et bientôt personne n'a voulu l'embaucher. Ce qui était amusant, c'est que je ne ressentais pas grand-chose à ce sujet. Pas de satisfaction, pas de sentiment de justice, juste de l'indifférence. J'étais trop concentré sur ma propre vie pour m'en soucier.
Mais le karma a une façon de se manifester quand on s'y attend le moins. Tout a culminé un été lors d'une réunion de famille. Je n'étais pas là, je n'avais pas été invité à un événement familial depuis des années, mais Jérémy m'a raconté plus tard. Apparemment, Tyler est arrivé déjà en piteux état. Il subissait le genre de stress qui vient quand on doit de l'argent à des gens qui n'oublient pas leurs dettes. Mais fidèle à lui-même, il n'a pas pu s'empêcher de l'ouvrir. Après quelques verres de trop, il a commencé à se vanter, à parler de ses grosses victoires et de la façon dont il allait bientôt redresser la barre. Et puis il a dérapé. Peut-être qu'il pensait que personne ne s'en rendrait compte, ou peut-être qu'il était trop loin pour s'en soucier, mais quelque part au milieu de ses divagations, il a laissé échapper qu'il avait emprunté l'argent du coffre-fort de grand-père pour couvrir une dette de jeu, pensant qu'il gagnerait gros et le remettrait avant que personne ne s'en aperçoive. Seulement, la partie il gagnait gros ne s'est jamais produite. Grand-père n'a pas crié ni fait de scène. Il s'est juste levé, a regardé Tyler droit dans les yeux et lui a dit de partir. Plus de cadeaux, plus de seconde chance. Grand-mère n'a rien dit, elle est restée assise les mains croisées sur les genoux, comme si elle avait toujours su la vérité. Tyler a essayé de se justifier, a dit qu'il les rembourserait une fois qu'il se serait remis sur pied. Personne n'y a cru. Mes parents, fidèles à eux-mêmes, ont essayé d'arrondir les angles. Il traverse une période difficile, nous devons juste le soutenir. Il est juste ivre et raconte n'importe quoi. Mais grand-père n'a pas voulu l'entendre. Ne lui cherchez pas d'excuses, il nous a volé et a accusé son frère, c'est le genre d'homme qu'il est. C'était la fin. Tyler est parti, claquant la porte derrière lui. Personne ne l'a suivi. Quand Jérémy m'a appelé pour me le dire, je n'ai pas dit grand-chose, j'ai juste laissé la nouvelle s'installer. Je n'étais pas surpris, j'avais soupçonné Tyler depuis le début, mais entendre la vérité à voix haute a quand même eu un impact différent. Non pas parce que ça changeait quoi que ce soit, ma famille avait déjà fait son choix il y a des années, mais il y avait une partie de moi qui se sentait satisfaite. J'ai demandé à Jérémy comment le reste de la famille avait réagi. Il s'avère que la plupart d'entre eux voulaient juste passer à autre chose. Personne n'a parlé de la façon dont ils avaient tous assisté à mon expulsion. Personne n'a évoqué le fait qu'ils m'avaient coupé les ponts sans même y réfléchir à deux fois. C'était comme s'ils voulaient tous faire comme si tout ça ne s'était jamais produit. Le seul qui semblait s'en soucier était grand-père. Quelques jours après l'explosion, il m'a appelé pour la première fois depuis des années. J'ai failli ne pas décrocher, pensant qu'il voulait peut-être arranger les choses comme si de rien n'était. Il n'a pas dit grand-chose, il a juste demandé comment j'allais, si les affaires marchaient bien. J'entendais la tension dans sa voix, comme s'il ne savait pas quoi dire. Finalement, après une longue pause, il a dit, j'aurais dû m'exprimer ce jour-là. Je savais que tu n'avais pas pris cet argent, mais je suppose que je ne savais pas comment m'opposer au reste de la famille. Je n'ai pas dit grand-chose en réponse, je lui ai juste dit que j'allais bien. Peut-être que s'il avait appelé des années plus tôt, les choses auraient été différentes, mais à ce moment-là, j'avais déjà construit une vie sans eux. Je n'avais pas besoin de leurs excuses. Après ça, je n'ai plus eu de nouvelles de lui. Jérémy m'a dit plus tard que grand-père avait cessé de venir aux réunions de famille aussi souvent. J'imagine que toute cette histoire l'a touché plus qu'on ne l'imaginait. Quant à Tyler, les choses ne se sont pas améliorées. La dernière fois que j'en ai entendu parler, il passait encore d'un emploi à l'autre en essayant de gratter assez d'argent pour payer ses factures. Personne ne voulait embaucher un gars qui avait la réputation de voler sa propre famille, même les gens avec qui il avait l'habitude de jouer ont cessé de lui prêter de l'argent. Les nouvelles vont vite dans une petite ville. Mes parents ont aussi gardé leur distance. Que ce soit de la culpabilité ou de la fierté, je ne sais pas, mais ils ne m'ont jamais contacté. Pas avant le jour où ils ont eu besoin de quelque chose de moi. Quelques mois après les révélations lors de la réunion de famille, la vie avait repris son cours normal. Les affaires étaient toujours florissantes. Entre la gestion des contrats, la supervision des chantiers et le suivi de la paie, il ne restait plus beaucoup de temps pour autre chose. Pas que ça me dérangeait, le travail acharné était la seule chose qui me gardait les pieds sur terre. Puis, un soir, mon téléphone a vibré pendant que je passais en revue les factures à ma table de cuisine. J'ai figé. C'était mon père. Je n'avais pas eu de nouvelles de lui depuis des années. Pendant une seconde, j'ai pensé à le laisser aller sur la messagerie vocale, mais quelque chose m'a dit de répondre. Et, ça fait un bail, a-t-il dit, il avait l'air de ne pas savoir comment commencer. Ouais, c'est le cas, quoi de neuf? J'ai gardé un ton neutre,
inutile de faire semblant que c'était un appel amical. Après quelques minutes où il a fait semblant de s'intéresser à moi et s'est excusé de m'avoir mis de côté il y a des années, il a finalement craché le morceau. Bon, le magasin traverse une période difficile. Des dépenses imprévues sont survenues et nous avons du mal à payer les factures. J'ai entendu dire que tu te débrouillais bien, je me suis dit que tu pourrais peut-être nous aider, peut-être investir un peu pour maintenir les choses à flot. L'audace m'a laissé bouche bée pendant un moment, pour être honnête. Le même type qui m'a viré sans preuve me demandait maintenant mon argent. Une partie de moi avait envie de rire et de raccrocher sans dire un mot, mais au lieu de ça, j'ai juste dit, je vais y réfléchir et j'ai mis fin à l'appel. C'est là qu'une idée géniale m'est venue. Alors je les ai appelés une semaine plus tard et nous avons convenu de nous rencontrer. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant près de l'ancien quartier. Maman et papa étaient assis en face de moi, l'air fatigué. Pas d'excuses, pas de reconnaissance du passé, juste une conversation banale maladroite jusqu'à ce que papa en vienne enfin au fait. La banque nous réclame nos prêts, a-t-il dit. Si on n'arrive pas à trouver l'argent, on va perdre le magasin, on a besoin d'un investisseur, quelqu'un en qui on peut avoir confiance. J'ai laissé le silence s'éterniser juste assez pour qu'ils se sentent mal à l'aise, puis j'ai exposé mes conditions. Je paierai les dettes, mais je veux 51% de la propriété, le contrôle majoritaire, le pouvoir total d'embaucher, de licencier et de prendre toutes les décisions que je juge appropriées. Sans exception. Ils ont été stupéfaits au début, bien sûr, ils s'attendaient à ce que je les aide sans condition et que je leur jette mon argent. Ils ont voulu argumenter, mais je les ai coupés avant qu'ils ne commencent. À prendre ou à laisser, c'est la seule façon dont j'accepterai de vous aider, mais si vous refusez, le magasin est fichu. Pendant un moment, aucun d'eux n'a rien dit, je pouvais voir la lutte dans leurs yeux, l'ego se heurtant à la réalité de leur situation, mais l'ego ne paie pas les factures. Après une longue pause, il a hoché la tête. D'accord, a dit papa. Ils ont signé les papiers là, dans le restaurant, comme ça, je suis devenu le propriétaire de l'entreprise dont ils m'avaient viré. Prendre le contrôle du magasin n'a pas été perçu comme une grande victoire au début, c'était juste un autre travail, un autre défi à relever, mais au fil des semaines, la réalité a commencé à s'installer. Je ne me contentais pas de gérer l'endroit, je le possédais. Le même bâtiment où j'avais l'habitude de trimballer des cartons et de passer la serpillière était maintenant à moi. Chaque décision, chaque chèque de paie, chaque dollar de profit, tout passait par moi. La première chose que j'ai faite a été de consulter les livres, l'endroit était un gâchis, paiement manqué, mauvaise commande d'inventaire et accord qui n'aurait jamais dû être signé. J'ai passé la semaine suivante à éplucher chaque compte, à réduire les dépenses inutiles et à verrouiller le budget. Plus de cadeaux pour la famille, plus de faveurs qui réduisaient les profits. Ensuite, je suis passé au nettoyage de la maison. Tyler a dû partir en premier, mais il y avait encore quelques employés qui s'étaient trop habitués à se relâcher. Ils pointaient en retard, prenaient de longues pauses et agissaient comme s'ils me rendaient service en se présentant. Je leur ai donné une semaine pour se reprendre. La plupart d'entre eux ne l'ont pas fait, alors ils sont partis. Pas d'avertissement, pas de seconde chance. J'avais besoin de gens qui comprennent que ce n'était plus le même magasin qu'avant. Une fois les problèmes de personnel réglés, je me suis concentré sur les finances. Les livres étaient pires que je ne l'imaginais, factures en souffrance, mauvais contrats avec les fournisseurs et suffisamment de stock gaspillé pour remplir un entrepôt. J'ai passé des heures à examiner chaque compte, à réduire les dépenses inutiles et à renégocier les contrats avec les fournisseurs. Certains d'entre eux ont essayé de résister, pensant pouvoir profiter du nouveau propriétaire, mais j'ai clairement fait savoir que cette époque était révolue. Soit ils me donnaient de meilleures conditions, soit j'allais faire affaire ailleurs. La plupart d'entre eux ont cédé, ceux qui ne l'ont pas fait ont été remplacés. Une fois les finances sous contrôle, je me suis attaqué à l'inventaire. La moitié des étagères étaient remplies d'articles que personne n'achetait, des outils bon marché, de l'équipement dépassé et de la quincaillerie aléatoire qui prenait la poussière depuis des années. J'ai tout dégagé, j'ai baissé les prix pour liquider les stocks morts et j'ai utilisé l'argent pour acheter des produits que les clients voulaient réellement. J'ai ajouté de nouvelles gammes d'outils électriques, des matériaux de construction de haute qualité et des articles spécialisés que les entrepreneurs ne pouvaient trouver nulle part ailleurs en ville. Quant à Tyler, il était temps de lui donner ce qu'il méritait. Il a été le premier à partir. Je n'ai pas perdu de temps. Je suis entré dans son bureau lundi matin et j'ai déposé la lettre de licenciement sur son bureau. Ton dernier chèque de paie, c'est fini pour toi ici. Tu ne peux pas faire ça, a-t-il crié. Je l'ai coupé.
Si, je peux, et je viens de le faire. La sécurité l'a escorté dehors pendant que le personnel regardait. Personne ne l'a défendu, personne n'a même eu l'air surpris. Une fois Tyler parti, j'ai concentré mon attention sur le reste de l'entreprise. Les ventes ont augmenté presque immédiatement. Les entrepreneurs ont commencé à venir plus souvent parce qu'ils savaient que nous avions ce dont ils avaient besoin, et les propriétaires appréciaient la meilleure sélection et le magasin plus propre. Je me suis assuré que l'endroit avait l'air professionnel, étagères organisées, signalétique claire et un processus de caisse qui ne prenait pas une demi-heure. J'ai même investi dans un nouveau système de points de vente pour accélérer les choses et mieux suivre l'inventaire. En 6 mois, le magasin était de nouveau dans le noir. Les ventes étaient en hausse, les dépenses en baisse, les bénéfices en hausse de près de 20%. À la fin de l'année, le magasin rapportait plus de revenus qu'il n'en avait rapporté au cours des 5 dernières années combinées. Les fournisseurs ont commencé à m'offrir de meilleures conditions et les entrepreneurs locaux ont commencé à nous recommander à leurs équipes. La nouvelle s'est répandue rapidement que le magasin était sous une nouvelle direction et que cette fois, les choses étaient faites correctement. Et mes parents? Ils sont restés en tant qu'employés. Pas de traitement de faveur, pas d'avantages supplémentaires. Ils pointaient à l'arrivée et au départ comme tout le monde. S'ils n'aimaient pas ça, ils savaient où était la porte. J'ai clairement indiqué dès le premier jour qu'il ne s'agissait pas d'une faveur familiale, mais d'une entreprise. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas ressenti de colère ou de ressentiment, juste un sentiment de clôture. J'avais bâti mon succès sans eux, et maintenant, chaque fois qu'ils entraient dans ce magasin, ils sauraient exactement à qui ils devaient répondre. Pendant ce temps, la spirale descendante de Tyler n'a pas ralenti. Pas de travail, pas d'argent, et plus de cadeaux de maman et papa. La dernière fois que j'en ai entendu parler, il travaillait à temps partiel dans un entrepôt de l'autre côté de la ville, et il avait du mal à joindre les deux bouts. Personne ne voulait embaucher un gars avec sa réputation, pas après les dettes de jeu, les quarts de travail manqués et les ponts brûlés. Même les gens avec qui il avait l'habitude de traîner ont cessé de répondre à ses appels. Il avait épuisé toutes ses faveurs et même plus. Bon, je ne peux pas dire que je me sentais mal. Maman et papa n'ont jamais dit grand-chose à son sujet, mais je pouvais dire que ça leur pesait. Ils ne m'ont jamais demandé d'aider Tyler, cependant, pas après tout ce qui s'était passé. Peut-être qu'ils savaient mieux. Ça n'avait pas d'importance. Tyler avait fait ses choix et maintenant il en vivait les conséquences. Je n'allais pas perdre mon temps à essayer de sauver quelqu'un qui avait essayé de ruiner ma vie. Quant au reste de la famille, la plupart d'entre eux ont gardé leur distance. Quelques parents ont recommencé à se montrer au magasin une fois qu'ils ont entendu dire que je le gérais, mais les conversations étaient toujours courtes et maladroites. Personne n'a évoqué ce qui s'était passé avec l'argent et personne ne s'est excusé de m'avoir tourné le dos. C'était comme s'ils voulaient tous faire semblant que tout ça ne s'était jamais produit. Ça me convenait, je n'étais pas intéressé à revenir sur le passé. Mes grands-pères étaient différents. Il s'est arrêté un après-midi sans prévenir. J'étais en train de décharger une livraison quand je l'ai vu près de l'entrée. Pendant une seconde, j'ai pensé à faire semblant de ne pas l'avoir vu, mais il est venu. Il est resté là dans un silence maladroit pendant un moment. Finalement, il s'est éclairci la gorge. L'endroit a l'air bien, a-t-il dit. Merci, ai-je répondu. Puis il a continué, j'aurais dû m'exprimer ce jour-là. Je savais que tu n'avais pas pris cet argent, mais, je pense que je n'ai pas eu le courage de m'opposer à la foule. J'ai juste hoché la tête. Laisse tomber, je vais bien après tout. Peut-être que s'il avait dit ces mots il y a des années, les choses auraient été différentes, mais en me tenant là, entouré de l'entreprise que j'avais construite de mes propres mains, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de ses excuses. J'avais déjà prouvé tout ce que j'avais besoin de prouver. Après quelques minutes de plus de bavardage, il est parti. Je ne l'ai plus jamais revu après ça. Jérémy m'a dit plus tard que grand-père avait cessé d'aller aux réunions de famille et qu'il restait surtout chez lui. Peut-être que la culpabilité était trop forte, ou peut-être qu'il en avait juste marre du drame. Quoi qu'il en soit, je m'en fichais. Au moment où l'année suivante est arrivée, le magasin tournait comme une machine bien huilée. Les bénéfices étaient stables et les clients savaient qu'ils pouvaient compter sur nous. J'ai continué à développer mon entreprise de construction, en gérant 3 équipes solides tout en gérant le magasin en parallèle. Ces jours-ci, je ne pense plus beaucoup au passé. La vie est meilleure que jamais, construite selon mes propres conditions, et c'est tellement bon. Edith, waouh, je ne m'attendais pas à ce que ça prenne une telle ampleur.
Merci d'avoir lu et pour tous les commentaires. J'apprécie votre soutien. À ceux qui demandent, non, je n'ai pas eu de nouvelles de Tyler depuis un moment. La dernière fois que j'en ai entendu parler, il passait toujours d'un emploi à l'autre. Quant à mes parents, ils ont appris à rester professionnels au magasin, mais c'est à peu près tout. La vie est belle et je me concentre juste sur ce qui va suivre. Merci encore à tous.